passer ce petit quart d'heure ensemble. Donc, j'ai la lourde tâche d'être l'un des derniers intervenants avant le buffet. Donc, restez concentrés, c'est bientôt la fin. Donc, du coup, là, le principe de la présentation, c'est de vous faire un peu découvrir le monde de l'IA, ce qui s'y cache derrière et quels sont les différents projets que l'on peut intégrer dans les entreprises. Tout d'abord, qui suis-je? Donc, comme on vient de le rappeler rapidement, donc, je suis coordinateur scientifique au sein de Grand Est Développement Solutions. Et donc, du coup, j'ai plusieurs missions. Mes missions principales, c'est de faire le lien entre les industriels et les académiques de la région Grand Est. Et donc, tout à l'heure, j'introduirai rapidement le DIH à ce propos-là. J'aide également nos offres de solutions à monter en compétences technologiques sur l'IA et je réalise des sessions de sensibilisation IA, donc comme aujourd'hui, d'une dizaine de minutes à la journée complète. Donc moi au niveau de ma formation, j'ai fait une formation technique en IA, donc j'ai fait ma thèse en maintenance prédictive des supercalculateurs et avant ça donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique avec un master recherche en IA. Et donc vous avez mon contact à la fin que vous retrouverez également sur la dernière slide. Rentrons tout de suite dans le sujet. Une IA c'est quoi? Alors d'abord on va quand même se concentrer sur l'IA générative parce que pour vous en doutez quand on parle d'IA c'est un monde complexe, on a un quart d'heure donc on va essayer de se focaliser un petit peu. Pour parler d'IA générative, on va faire un parallèle avec l'automobile. Ça tombe bien, tout à l'heure, il y a une présentation sur les équipementiers, donc on va rester dans la thématique. En fait, lorsqu'on parle d'une voiture, on a plusieurs choses à l'intérieur. On a une carrosserie, on a un moteur, on a des accessoires, et donc en fait, l'ensemble de ça forme une voiture. Et bien en fait, lorsque je parle d'IA générative, on est exactement sur la même idée. À l'intérieur de mon IA générative, en fait, j'ai plusieurs briques technologiques que je vais utiliser. Donc j'ai le modèle d'IA générative, le moteur vraiment. J'ai l'interface web, j'ai des outils que je plug dessus, j'ai différentes choses que je vais pouvoir aller mettre pour aller vraiment créer mon IA. Et en fait, de la même chose que dans le secteur automobile, lorsqu'en fait on dit que j'ai un moteur, j'ai plusieurs types de moteurs que je peux choisir. On l'a vu tout à l'heure, j'ai des moteurs électriques, des moteurs thermiques, des moteurs hydrogène. Dans les moteurs électriques, j'ai des moteurs synchrones, asynchrones, etc., etc., etc. Et lorsque je vais créer mon IA, en fait, j'ai la même chose. Lorsque je vais choisir un modèle d'IA générative, en fait, je vais avoir les mêmes choix qui s'offrent à moi. Je peux avoir des modèles d'IA qui vont aller plutôt sur du texte, donc on va aller faire des modèles GPT-4, GPT-5 maintenant, des modèles Mistral. On peut avoir des modèles plutôt typés images, Stable Diffusion, DALL-E, des modèles multimodaux, dans lesquels je vais pouvoir comprendre du son, je vais pouvoir comprendre de la vidéo, je vais pouvoir comprendre différents types de choses. Et surtout, ce que je dois avoir autour, c'est pareil. En fait, sur l'ensemble des briques technologiques que je vais pouvoir choisir, de la même façon qu'avec l'automobile, par exemple, où je peux également choisir plusieurs types de carrosserie pour ma voiture, je peux avoir plusieurs interfaces web pour mon IA. Je peux avoir des interfaces web génériques, celles qu'on connaît tous, l'interface web de ChatGPT. Je peux avoir des interfaces un peu plus spécialisées, si certains connaissent NotebookLM par exemple pour ceux qui ont utilisé, Stable Diffusion pour la génération, des images plutôt, des interfaces plutôt spécialisées pour la création de vidéos, etc., etc., etc. Et donc en fait, lorsqu'on parle d'une voiture, on parle d'un objet pour se rendre d'un point A à un point B. En fait, lorsqu'on parle d'une IA, c'est un peu la même chose. On parle de quelque chose qui va traiter des données en partant d'une donnée initiale à une donnée finale. Et en fait, pour faire ça, on a plusieurs types de choses. Mon IA, ma voiture, elle ne peut ne pas avoir de carrosserie. Mais je ne sais pas si vous avez déjà roulé sur un moteur, c'est pas très confortable quand même. Une carrosserie, c'est quand même un petit peu sympa. Mon IA, c'est pareil. Je ne suis pas obligé d'avoir une interface, mais une interface, c'est quand même sympa quand je dois l'utiliser. Si demain je vous fais utiliser une IA sur un Linux avec une ligne de commande, c'est pas très sympa. L'interface de ChatGPT est quand même nettement mieux, plus sympa, on peut y mettre des documents, ça marche quand même mieux. Le moteur, c'est la même chose. Si j'ai pas de moteur dans mon IA, en fait, elle avance pas, elle fonctionne pas. C'est beau, c'est bien, mais ça sert pas à grand chose. Et enfin, des accessoires. Là, en fait, les accessoires, c'est un peu comme en automobile, c'est toujours plus sympa. Quand on a un rétro, quand on a de la musique, quand on a la clim, c'est pas obligatoire, la voiture fonctionne sans, mais avec, c'est quand même un petit peu mieux. Et dans l'IA, c'est un peu la même chose en fait. Si je vous mets une IA sans accessoires, si je ne la connecte pas à vos mails, si je ne la connecte pas à votre outil de production, je ne la connecte pas à ça, elle va fonctionner, mais ça va être compliqué et ça ne va pas être top au quotidien. Un point important, surtout lorsqu'on construit une IA, en fait, c'est exactement comme en automobile, il faut veiller à la cohérence. Là, je vous ai mis deux photos. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ça c'était le multiplat de 1000 chevaux de Villebrequin. Au milieu, vous avez une Matisse avec un moteur de Chevrolet. C'est des voitures qui fonctionnent, c'est sympa, c'est bien, mais c'est pas top. Et à droite, en fait, c'est un petit peu comme si vous utilisez votre char pour aller chercher les courses en ville. En gros, ça, c'est comme si vous demandez à ChatGPT de détecter des défauts sur votre pièce. Alors, il va en être capable, il va même vous les détecter très bien. Pour autant, ça va vous coûter très cher, ça va être très long et ça va pas du tout être optimal. Un petit peu comme le char, si vous allez chercher vos courses. Vous pouvez rouler sur les autres, vous pouvez vous garer où vous voulez, et ça consomme un peu et en assurance, ça doit coûter quand même assez cher. Il faut plutôt y aller avec une petite Clio qu'avec un gros char d'assaut.
Et en fait, on a exactement la même idée également de plateforme technologique. Alors j'ai pris le monde de la voiture, mais ça en fait c'est dans le monde industriel, c'est extrêmement courant. L'idée c'est qu'en fait dans le monde de la voiture, on utilise une plateforme commune pour plusieurs voitures. On ne va pas redévelopper chaque plateforme. Et bien en fait en IA c'est pareil. On peut utiliser un framework commun pour mettre en place l'IA. C'est-à-dire qu'en fait on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc là bon, j'ai cité certains exemples technologiques, je ne sais pas si ça vous parlera. Par exemple je parlais de LangChain. De la même façon, on peut utiliser un même moteur pour équiper plusieurs voitures, et ben en IA, c'est la même chose en fait. Le moteur que je vais utiliser chez un industriel, je peux l'utiliser chez l'autre, parce qu'en fait, on a des problématiques similaires. Si on va faire de la maintenance prévisionnelle, par exemple, avec de l'analyse d'image, il y a de fortes probabilités que j'utilise un modèle qui existe déjà dans l'état de l'art et que je vais simplement reprendre, adapter un petit peu avec 2-3 changements, et réutiliser exactement la même chose. Je ne vais pas recréer mon moteur depuis la base. Et la même réflexion depuis les équipements. Parce qu'on prend les équipements dans l'automobile, tout à l'heure on avait un équipementier, une même pompe peut être partagée par beaucoup de gens. Dans l'IA, c'est la même chose. Si je connecte l'IA à vos mails, je vais utiliser un connecteur de mail qui existe déjà, je ne vais pas réinventer la roue. Et donc en fait là, à la fin, on peut se dire, bon, au final, on fait que assembler des briques, ça a l'air quand même relativement simple. Pour autant, quand je vais vous montrer un petit peu, donc ça c'est le panorama technologique de l'IA, et donc chacun des carrés que vous voyez là, c'est une brique technologique. Et sur chacune de ces briques technologiques, en fait, il faut à peu près 3 à 4 ans d'expérience pour arriver à la maîtriser. Donc là, vous voyez qu'en gros, si je vous demande maintenant de monter votre projet d'IA, là, vous avez tout ce qu'il faut. Simplement, il faut que vous arriviez à choisir les bonnes briques et que vous arriviez à trouver des gens qui maîtrisent ces briques. C'est là où est la complexité dans les projets d'IA, en fait. La plupart du temps, on ne recrée pas les choses depuis le début, mais par contre, il faut aller choisir les bonnes briques au bon moment pour répondre à la bonne problématique. Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionne, et ben on va voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec l'IA dans les entreprises? Alors j'ai eu de la chance, il y a déjà eu 2 exemples qui sont passés juste auparavant, donc ça va bien nous aider. Et on va voir un petit peu d'autres typologies d'exemples. Tout d'abord, ça c'est un petit peu le flux. Alors, il y a une partie de la slide qui passe pas, mais c'est pas très grave. En gros, c'est pour se dire que déjà l'IA, on peut l'intégrer du produit brut jusqu'au produit fini. En fait, il y a énormément d'endroits où on peut l'intégrer dans l'entreprise. En fait, à tous les process qui génèrent ou qui gèrent de la donnée, on peut intégrer de l'IA. J'ai mis quelques exemples là, sur des choses d'achat, par exemple, comment est-ce que je vais essayer d'acheter au meilleur moment, en tenant compte à la fois du marché et à la fois de mes besoins, donc à la fois une prédiction des ventes, comment est-ce que je peux optimiser mes livraisons, comment est-ce que je peux également aider ma relation client, comment est-ce que je peux aller former mes utilisateurs, etc., etc., etc. Dans ce que vous voyez là, en fait, tout n'est pas nouveau. Par exemple, sur la partie comptabilité, la lecture de factures automatiques, c'est quelque chose qui existe déjà et qui est déjà déployé de manière très large dans la quasi-totalité des logiciels. L'IA va soit aller augmenter les capacités, soit alors aller en rajouter des nouvelles. Par exemple, sur la lecture automatique de factures, on va pouvoir avoir du matching automatique avec des items qui seraient présents à l'intérieur, qui ne correspondraient pas exactement à la nomenclature de la facture. On pourra avoir des choses qui permettent de rechercher en langage naturel dans les factures. C'est-à-dire que les fournisseurs, des fois, utilisent des nomenclatures qui ne correspondent pas aux nôtres. Je vais essayer d'aller rechercher en lui demandant quelle était la pièce qui a été commandée à ce moment-là. Et l'IA va être capable d'aller faire correspondre, même si ça ne correspond pas parfaitement au libellé. Pour être un petit peu plus précis, en fait, on a 2 typologies de cas d'usage d'intégration de l'IA dans les entreprises. On a des typologies, ce qu'on va appeler agnostiques à l'entreprise, c'est-à-dire en gros toutes les fonctions support. Donc là, c'est même pas spécifique aux entreprises, c'est à toute activité économique, les fonctions RH, les fonctions juridiques, les fonctions comptables. Et les fonctions des cas d'usage généraux, ce qui est relations clients, communication, génération de visuels, etc. Là, c'est des choses qu'on va retrouver partout, il n'y aura pas de spécificité. Et enfin, on va avoir des choses qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise, au milieu industriel, mais également vraiment à la typologie de l'entreprise, à ce qu'elle produit. C'est ce qu'on va voir juste après. Et donc là, ici, on va prendre 4 cas d'usage de l'IA et de l'industrie. Alors, des cas d'usage qui sont relativement bien connus maintenant, qui commencent vraiment à être développés. Le premier cas d'usage, c'est tout ce qui est autour de la maintenance prévisionnelle. C'est-à-dire, en fait, comment je vais essayer de prédire au mieux les pannes qui arrivent. Mais il n'y a pas que ça. Également, comment est-ce que je vais prédire mes consommables? Comment est-ce que je vais prédire que mon outil de coupe va s'user, selon peut-être ce que je lui mets en entrée, si j'ai un acier qui est plus dur, un acier qui est moins dur, et à quel moment je vais devoir le changer. Et donc du coup, l'optimisation des cycles, à quel moment je le change. Demain, j'ai un batch de production d'acier très dur qui arrive, il est peut-être temps de le changer aujourd'hui, parce que même s'il est qu'à 20% d'usure, demain, en fait, ça passera plus. Également de la maintenance conditionnelle, etc. On peut avoir l'aide au contrôle qualité, on en a parlé juste avant, c'est parfait. Avec la détection de défauts sur les pièces, tout à l'heure on a été sur les œufs, mais il y a forcément la classification automatique également des produits qui marche très bien. On a comment est-ce que je vais aller qualifier la qualité de mon produit avec différents critères, différents grades,
selon des qualités visuelles, selon des qualités qu'on pourra avoir je sais pas, de résistance, avec différents types de contrôle qualité, des contrôles qualité destructifs, non destructifs, du contrôle dimensionnel, etc. Des points un petit peu plus génériques qu'on voit très souvent arriver, c'est tout ce qui est gestion documentaire. En fait, les entreprises ont une masse documentaire assez impressionnante qui est issue tous les ans. Et en fait, c'est comment est-ce que je vais rechercher dans ces documents. Donc il y a deux choses. C'est déjà mon technicien est sur site. Il a une plaquette comme ça pour la maintenance de la machine. Comment est-ce qu'il va aller dedans? Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des IA qui peuvent aller l'aider à trouver la bonne partie dans un gros ensemble documentaire de documentation technique. Tout ce qui est aide à la conformité réglementaire qui change tous les 4 matins et qui a tendance à devenir de plus en plus complexe, c'est-à-dire en gros une IA qui soit fait de la veille, donc qui va vous informer des changements réglementaires, mais qui également va vous aider à vous mettre en conformité, donc avec conformité réglementaire sur différentes choses. Et enfin, tout ce qui est optimisation énergétique, forcément, de la prédiction de la demande, le pilotage intelligent des outils de production, l'optimisation des réseaux, donc comment est-ce que dans des process industriels très énergivores, on pense à la fonderie, des choses comme ça, comment est-ce que je vais essayer d'optimiser au maximum mon process pour qu'il soit le moins énergivore possible, ou en tout cas pour qu'il me coûte le moins cher, même si je dois quand même consommer une quantité d'énergie finie. Et donc là, ensuite, on va passer un petit peu plus en détail dans un cas de maintenance prévisionnelle. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail sur comment est-ce que en fait, ça se passe, comment est-ce qu'on met en place ce genre de projet dans une entreprise. On va parler un peu du cycle de développement de l'IA. Bon, c'est un cycle, c'est une façon de procéder. En réalité, on a vraiment l'idée de cycle, c'est quelque chose qui avance au fur et à mesure. Et donc, en fait, on démarre souvent par un cadrage, puis une exploration de données, modélisation, évaluation et suivi. Et donc, on va appliquer ça tout simplement à un exemple. Donc, on a une plateforme en ligne qui s'appelle Kaggle. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une plateforme où l'ensemble des entreprises peuvent mettre à disposition des jeux de données. Il en existe énormément sur toutes les typologies agroalimentaires, industrielles, maintenance prévisionnelle, commerciale, etc. Il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Et par exemple, dans ça, en fait, la NASA a mis à disposition un jeu de données dans le test de moteur de fusée, donc eux avaient, et ont proposé à l'ensemble de la communauté de l'IA en fait, de faire des tests dessus pour essayer de prédire quand est-ce qu'ils allaient avoir une défaillance, plus précisément le reste de la durée de vie. Et donc en fait, lorsque la NASA met ça à disposition, en gros, nous on reçoit ça. Donc un très beau tableau, c'est magnifique, avec 27 colonnes, des milliers de lignes. Et donc en fait, la première chose, c'est d'aller explorer ces données. En gros, ça, lorsque l'ensemble de vos IoT vont aller remonter plein de données, ça va remonter des choses comme ça. Et donc c'est d'essayer de mettre du sens sur les données. Donc dans un premier temps, on va déjà aller voir la doc, et puis on va demander à la NASA qu'est-ce que veut dire chacune des colonnes. Donc la NASA nous dit, alors il y a une petite faute de répétition sur la slide, mais qu'en gros la première colonne correspond à l'ID du moteur, le deuxième au cycle, quelques paramètres moteurs, et ensuite sur la fin, en fait, on va trouver l'évolution de certains paramètres. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, des capteurs de température, de pression, de vitesse, etc. Et donc du coup, là, on va commencer à pouvoir en savoir un petit peu plus. L'étape suivante, en fait, c'est d'aller explorer les données, c'est-à-dire qu'est-ce que donnent ces capteurs. Et en fait, donc là, j'ai affiché, par exemple, sur cette slide, différentes valeurs statistiques. Alors des valeurs statistiques toutes bêtes sur les capteurs, le nombre de valeurs, la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum, etc. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a des capteurs qui servent à rien. Par exemple, le capteur S1, bon, je ne sais pas à quoi il correspond, mais il a une moyenne de 518 et un écart type de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut toujours 518 en fait. Donc là, ça veut dire que déjà, j'ai un capteur qui ne me remonte pas d'informations, ou alors en tout cas qui est défectueux, ou qui a un problème. Donc c'est déjà une information en soi. Et ensuite, on voit d'autres capteurs qui évoluent. Donc, par exemple, le capteur S3 qui a une moyenne de 1600 et un écart type de 6, ça veut dire qu'il évolue entre 1504 et 1606 à peu près. Donc là, on a une valeur, on a un capteur qui évolue, c'est assez sympa, ça nous donne des informations. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va les visualiser. Et c'est là où c'est intéressant, en fait. C'est que même avant que je crée mon IA, en fait, lorsque j'ai visualisé mes capteurs, en fait, on voit déjà quelque chose. Alors, forcément, aller dire ce qui se passe, c'est un peu compliqué, mais en fait, on voit un groupe de capteurs, on voit les capteurs un peu en haut, là, qui ont tendance à plutôt descendre. On voit les capteurs du bas qui ont tendance à plutôt monter. On voit deux capteurs sur le bas, là, qui font pas grand-chose, et des capteurs qui sont un peu morts sur tout en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, donc là j'ai représenté temporellement, ça veut dire que là j'ai une chance de pouvoir prédire ma défaillance. J'ai bien quelque chose qui se passe au niveau de mes capteurs, des capteurs descendent, des capteurs baissent, donc ça veut dire que là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ensuite, je vais aller modéliser mon erreur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas trop de temps, mais comment est-ce qu'on modélise une défaillance? C'est aussi une vraie question, à partir de quand ma défaillance est vraiment prédite ou pas.
Ensuite, là, je vais vraiment aller faire mon IA. Vous voyez, on est déjà loin. Là, il y a déjà 5-6 mois de travaux sur les données avant d'aller commencer à créer l'IA. Donc là, bon, ça ne va pas parler à grand monde dans la salle, pas grave. Mais donc là, globalement, en gros, on crée vraiment une IA. Donc là, on crée un réseau de neurones, on l'apprend à faire prédire l'erreur. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Là, sur mes 10 lignes à droite, j'ai créé mon réseau de neurones et donc mon IA est créé et entraîné, hein. Donc c'est quelque chose qui se passe extrêmement bien maintenant et qui va très vite. Et ensuite, après, je vais aller faire l'évaluation. Et donc là, je vais aller faire entraîner mon réseau de neurones, etc. Et ce qu'on voit en fait, donc pour vous sur votre droite, c'est en fait que j'ai une accuracy de 95%. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive maintenant avec mon réseau de neurones à prédire de 95% des cas l'erreur qui va arriver. Donc là, pour les moteurs de fusée de la NASA, on a bien des capteurs qui nous permettent de prédire à 95% quand est-ce que le moteur va défaillir. Donc en fait, on a réussi vraiment à faire un cas de maintenance prévisionnelle. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu le flux. Donc là, forcément, on est sur un exemple joué, hein, ça marche relativement assez bien, il y a assez peu de travail. Mais en fait, c'est un petit peu le flux de comment est-ce qu'on va mettre l'IA en entreprise et les différentes grandes étapes que l'on va faire. Et donc, je suis quand même ici pour parler de l'EDIH. Donc, je vais quand même en parler en 2 minutes rapidement. L'idée de l'EDIH, en fait, c'est European Digital Innovation Hub, c'est de pouvoir vous accompagner justement dans cette mise en place de l'IA. En fait, l'EDIH fonctionne de manière globale avec les parcours de transformation de la région. Donc, j'ai que 2 minutes pour vous expliquer, je ne vais pas tout vous expliquer, mais l'idée c'est simplement un peu que vous ayez une vision globale. En gros, la région a mis en place plusieurs diagnostics, notamment le DIAC 360 qui permet vraiment d'évaluer la maturité des entreprises sur pas mal de sujets, numérique, environnement, etc. Et en fait, de ce DIAC 360 peut en sortir des choses au niveau de l'IA. Et donc en gros, nous après, on peut refaire un diagnostic plus poussé sur l'IA, donc en fait pour en déterminer l'ensemble des projets que vous avez en interne, la maintenance prévisionnelle, de la documentation, etc. Et de ça, en fait, va en sortir des feuilles de route numériques, donc là vraiment décrivant vos projets, qui vont passer à travers un comité d'orientation pour être orientés soit à travers des services de l'EDIH, j'y arrive juste après, soit à travers des services du module transformant. La spécificité entre ces deux choses, c'est que les modules transformants sont réalisés par des offreurs de solutions, donc par des entreprises qui offrent des prestations sur mesure, qui offrent des prestations avec des objets sur étagère. Les services de l'EDIH sont réalisés par l'ensemble des universités du Grand Est. Tout à l'heure, il y avait Florence Draud de l'URCA, je ne sais pas si elle est revenue, bon, tant pis. Il y a également donc, des gens de l'UTT, hein, juste à côté, qui font partie de ça, et donc là plutôt sur la partie formation et innovation. Et donc pour finir, donc en gros, il y a 3 grands blocs dans le DIH. Il y a la partie formation et compétences. Donc comment est-ce que l'on va former les gens à l'IA? De la formation de courte durée, si vous avez déjà des gens dans les SI, etc., qui veulent en savoir un petit peu plus, jusqu'aux formations de longue durée. Une partie vraiment expérimentation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais aller expérimenter les différentes technologies d'IA avec de la veille technologique, du prototype et de l'intégration, de l'expérimentation technologique à grande échelle, et une partie accompagnement que nous on réalise chez Grand Est Développement pour la recherche de financement public et privé. Un point important, c'est que le DIH ne s'attaque qu'aux projets IA et cybersécurité, donc on restera dans ce cadre-là. Et au niveau de la prise en charge, c'est 50% de la prestation qui est prise en charge par la Commission européenne, donc sur la facturation, qui est réalisée par les académiques. Voilà, j'en ai fini sur la présentation de l'EDIH. Donc là, vous avez le QR code pour suivre le LinkedIn de l'EDIH. Et donc, si vous avez des questions, auprès de votre référent de proximité, qui est Olivier, je ne sais pas où il s'est mis. Ah, là, voilà, que vous connaissez déjà. Également mon contact. Et comme on l'a dit très bien lors de la première présentation, au niveau des agences de développement économique local, on forme vraiment un réseau. Donc, quoi qu'il arrive, par n'importe quel bout où vous allez rentrer, que ce soit Marne Développement, que ce soit Grand Est Développement, que ce soit vos collectivités, on va toujours arriver à vous rerouter vers les bons interlocuteurs au final. Donc, pas d'inquiétude, on y arrivera. Merci. Merci. Merci à Marc Platini. Oui, porte d'entrée, donc Olivier sur le Grand Reims, et puis il y a Florence, et puis il y a Daniel sur l'ensemble de la Marne également, mais on est à votre écoute pour faire le lien. Sur les questions d'IA pour les industriels, quelles sont les questions, les problèmes, les sujets qui reviennent le plus souvent? Globalement, on en a 2-3. Cette idée de gestion documentaire revient très souvent. C'est une problématique qu'ont beaucoup les industriels avec un historique documentaire assez important. Et comment est-ce que je le valorise? Comment est-ce que j'aide mes techniciens à avoir accès à la documentation? Comment j'aide mes clients également à avoir accès à ma documentation? Donc l'idée d'avoir des chatbots en fait, qui vont permettre d'aller accéder directement à la documentation
d'aider voilà, le client qui dit j'ai un problème sur mon interface, j'ai un bouton rouge, qu'est-ce que je fais? Donc là, du coup, lui donner déjà quelques premières astuces. On a également tout ce qui tourne autour de la maintenance prévisionnelle, hein, ça c'est très à la mode dans les industries, donc comment est-ce que je vais essayer d'aller prédire des points qui, voilà, des choses qui arriveraient. Et enfin, tout ce qui est aussi partie commerciale. Comment est-ce que je vais aider mes commerciaux à aller réaliser des devis, à aller facturer des prestations d'après un ensemble historique de ce que j'ai, d'après l'état du marché, d'après pas mal de choses. Donc comment est-ce que j'aide vraiment cette partie commerciale de l'entreprise à fonctionner le mieux possible d'après toutes les données que j'ai en interne. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser une question sur ce sujet-là. Il y a une des thématiques qui peut revenir également, c'est que nos industriels ont de plus en plus de data. Donc les données finalement sont là, ils arrivent. Et la question, c'est comment j'optimise le traitement de ces data pour en faire des indicateurs pertinents et efficaces et que ça ne soit pas à chaque fois des choses trop complexes à gérer. Oui. Du coup, donc là, en fait, on a parlé d'IA, mais en réalité, c'est plus une question complète de stratégie data et IA. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire à la fois la captation des données, comment est-ce que je la traite et ce que je veux en faire. Globalement, il y a deux modes d'action dans ces cas-là. C'est soit on a un historique de données, et donc dans ce cas-là, on va travailler à partir de cet historique de données, pour le meilleur et pour le pire, hein, il y a ce qu'il y a dedans. Et donc du coup, je vais pouvoir en tirer des cas d'usage. Et il y a la deuxième chose, c'est je développe des cas d'usage, et quelles sont les données qu'il me faut. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est d'aller instrumenter les machines, les différents processus pour aller récupérer les données dont j'ai besoin. En fait, c'est vraiment deux approches, alors qui ne sont pas forcément 100% différentes, hein, elles peuvent être complémentaires, par rapport à ça, donc sur lesquelles nous, on a différentes personnes, différentes offres de solutions qui peuvent également vous accompagner, à la fois sur la partie vraiment data, donc comment est-ce que moi je vais monter en compétence sur la data, et sur la partie IA, comment une fois que j'ai ma data qui est structurée, comment est-ce que je vais aller définir mes différents projets de data que j'ai dans mon entreprise. Tu évoquais également le lien avec le monde universitaire et puis oui, avec les grands équipements. Sur Reims notamment, il y a Roméo, hein, le supercalculateur. Donc là, il peut y avoir des passerelles sur un projet industriel pour aller utiliser des compétences et des équipements. Exactement, donc sur le DIH, hein, comme je le disais, en fait, c'est les 11 entités universitaires du Grand Est, donc les 5 grandes universités, dont l'URCA avec Roméo et l'UTT qui sont proches d'ici, et les autres universités, qui pilotent ce dispositif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une corrélation, une coordination entre à la fois des projets qui seraient plutôt typés académiques, donc dans le cas où des entreprises voudraient garder des compétences en interne, dans le cas où elles voudraient vraiment expérimenter, et des projets plutôt typés achat de solutions sur étagère, dans le cas où on a des parcours de transformation avec les offres de solutions. Et donc du coup, nous, à travers le DIH, en fait, on va vraiment aller, enfin, c'est pas nous, c'est les universités, vont aller proposer une offre de service vraiment unifiée qui va permettre en fait d'avoir accès plus facilement à leurs compétences à travers différentes collaborations, à travers des stages pour le plus basique, jusqu'à vraiment des contrats de recherche avec les universités sur ces différentes thématiques. Juste une question. Pas de data, pas d'IA, hein, c'est un peu le carburant pour faire avancer la voiture. C'est quoi votre conseil pour les entreprises? Parce que en fait, cette data, on peut la chercher en interne. Vous avez montré un exemple qui était un exemple un peu open, enfin la data est open source. Si on veut mettre un projet en place, comment on met en place une stratégie interne pour mettre en forme cette data C'est quoi votre conseil ou qu'est-ce qui est fait dans le cadre de votre accompagnement? Est-ce que vous conseillez aussi aux entreprises de se regrouper, de partager les datas ou alors en interne? Parce qu'en fait, c'est quand même le nerf de la guerre. Et Exactement. beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, je l'ai dit aussi Vincent, ont de la data. Mais c'est quoi les trucs dans le quotidien pour faire que cette data, on la mette propre? Ou propre, ouais. Du coup, oui, vous avez déjà donné une partie de la réponse, c'est que déjà, en fait, les entreprises peuvent se regrouper. Alors, soit à la fois à travers d'entreprises qui ont vraiment le même socle, soit également les entreprises avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. On a beaucoup d'entreprises qui, en fait, au départ, ne pensaient tout simplement pas demander à leurs clients qui avaient leur machine leurs données, et qui, au final, maintenant, commencent vraiment à travailler avec les clients pour aller amener de la valeur ajoutée sur la donnée. Et ça, c'est extrêmement important, à la fois pour l'entreprise et pour le client, parce qu'en fait, les deux valorisent cette donnée. Et du coup, après, sur les entreprises de la même filière, c'est encore plus simple parce qu'on a vraiment des processus qui sont similaires et là, on peut vraiment partager des coûts de développement assez rapidement et donc avoir forcément un retour sur investissement qui est beaucoup plus court. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de regarder ce qu'on a en interne, de regarder ce qu'on souhaiterait faire, donc les principaux irritants. En fait, il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il faut vraiment qu'elle réponde à un irritant de l'entreprise qui est important. Et après, du coup, soit d'aller chercher de la donnée si on l'a,
d'aller regarder chez nos copains s'ils l'ont, peut-être chez nos clients, donc du coup d'aller réussir à valoriser un peu tout ça.